Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre 10 du programme de terminale STI 2D, combustible et carburant. Petit rappel de première, une combustion est une transformation chimique qui produit de l'énergie thermique. C'est donc ce qu'on appelle une transformation chimique exothermique. La réaction chimique de combustion ne peut se produire que si l'on réunit trois éléments: un combustible, un comburant, un déclencheur appelé énergie d'activation, qui peut être une étincelle, une chaleur, donc qui est nécessaire pour que la réaction chimique entre le combustible et le comburant fonctionne. On appelle ceci le triangle du feu. Le comburant va donc être une espèce chimique qui a la propriété de permettre la combustion d'un combustible. En général, il s'agit du dioxygène de l'air. Le combustible, quant à lui, c'est une espèce chimique, est une espèce chimique capable de brûler en présence de dioxygène en produisant une quantité de chaleur qui va être utilisée. L'utilisation dans l'habitat de cette énergie se fait pour le chauffage, pour la cuisson des aliments, pour la production d'eau chaude sanitaire. Nous allons nous intéresser particulièrement dans ce chapitre sur les combustions qui se produisent dans les moteurs thermiques. Dans ce cas-là, le combustible sera nommé carburant. Donc, il s'agit bien toujours d'une réaction de combustion. Cette fois-ci, le moteur va convertir l'énergie chimique de carburant principalement en énergie mécanique. Il y aura un petit peu d'énergie thermique, mais l'effet souhaité, c'est d'obtenir de l'énergie mécanique pour déplacer un véhicule. Donc pourquoi est-ce qu'on étudie la combustion des carburants? Donc, vous savez que les carburants sont un enjeu économique et écologique pour les prochaines années. En effet, les réserves pétrolières diminuent et il est nécessaire de développer des carburants alternatifs de façon à remédier à ça. Nous allons voir rapidement les différents types de carburants classés par origine. Tout d'abord, les plus connus, les carburants issus de la pétrochimie. Donc, ce sont des hydrocarbures issus du pétrole ou du gaz naturel. Pour les produire, les entreprises de pétrochimie doivent extraire le pétrole, puis en séparer les constituants avant de les raffiner. On peut citer par exemple le super, le gazole, le GPL, le kérosène. L'avantage, c'est qu'il s'agit d'une technologie bien maîtrisée et qu'on obtient des carburants au pouvoir calorifique élevé. Les inconvénients, il s'agit d'une énergie fossile, c'est-à-dire que c'est une ressource qui n'est non renouvelable à l'échelle humaine. Donc, une énergie qui est limitée dans le temps. L'autre inconvénient, c'est qu'elle produit des gaz nocifs et des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez sur la vidéo une colonne à distiller, de distillation fractionnée pour le pétrole. Donc, le pétrole arrive et est séparé en fonction des températures d'ébullition, donc pour obtenir différents produits qui vont être ensuite traités pour obtenir du bitume, des lubrifiants, du gazole ou du diesel, des carburants et des bases pour les matières plastiques. Nous avons aussi les carburants issus de l'agrochimie. Donc on parlera de biocarburants de première génération. Donc on peut obtenir du biodiesel, un ester d'huile végétale mélangé au diesel. On peut aussi obtenir de l'éthanol qui sera mélangé à l'essence. Vous voyez les deux filières qui apparaissent ici. Donc pour les esters issus d'huile de colza et de tournesol, l'éthanol, lui, est récupéré à partir de sucre qu'on trouve dans les betteraves, les cannes à sucre, le blé, maïs, pommes de terre, etc. Donc qui va permettre d'avoir de l'essence. Les avantages, il s'agit d'une technologie qui est bien maîtrisée et d'une énergie renouvelable. Les inconvénients, elle est nécessaire d'avoir d'importantes surfaces agricoles, de grandes quantités d'eau, du carburant pour les engins agricoles, pour les cultures. Et ces cultures vont prendre la place des cultures utilisées pour l'alimentation. Donc il y a un choix à faire à ce niveau-là, parce qu'effectivement ces biocarburants vont nécessiter de grandes surfaces agricoles. Autres carburants issus de l'agrochimie, donc ce qu'on appelle les biocarburants de deuxième génération. Donc cette fois-ci, on va obtenir du biodiesel ou de l'éthanol, mais issus de transformation de résidus agricoles et forestiers, des pailles, des copeaux, et non plus de culture directe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de culture exprès pour elles,
on récupère ce qui n'est pas utilisé lors de cultures habituelles. Les avantages ne nécessitent pas de terre agricole, c'est toujours une énergie renouvelable. Les inconvénients, c'est une technologie qui est encore mal maîtrisée. Donc vous voyez effectivement que le traitement pour obtenir de l'éthanol, dans le cas qui est présenté ici, va être beaucoup plus complexe que le cas précédent des biocarburants de première génération. Puis nous avons les biocarburants de troisième génération, donc qui sont issus d'algues, de la culture de certaines algues. Donc, encore au stade de recherche expérimentale, l'avantage, donc une production qui contribue peu à l'effet de serre, qui n'utilise pas de terre cultivable, c'est toujours une énergie renouvelable. L'inconvénient, effectivement, c'est qu'une technologie au stade expérimental qui est pour l'instant très chère. Donc vous avez compris, il y a une grande quantité de carburant. Les connaissances que vous allez devoir avoir cette année, ça va être notamment de savoir comment comparer les carburants, voir quels sont les carburants les plus intéressants. Donc pour ce ça, vous allez travailler sur deux axes, à savoir la production de CO2. La combustion du carburant se fait en présence du dioxygène de l'air apporté en excès. Le carburant est totalement consommé, il va se former de la vapeur d'eau H2O gazeuse et du dioxyde de carbone CO2 gazeux. Ce dioxyde de carbone est l'un des principaux gaz responsables de l'effet de serre. Donc, évidemment, on va préférer des carburants qui vont produire moins de CO2. Donc, pour comparer les carburants, vous devez être capable, à partir de l'équation de combustion, à l'aide du tableau d'avancement, de déterminer les quantités de matière de CO2 produites, ainsi que la masse et le volume correspondant. Donc, c'est quelque chose que nous ferons en cours, mais que vous allez devoir bien maîtriser. Le deuxième axe, donc, pour comparer ces carburants, ça va être de calculer l'énergie libérée par la combustion. Donc, on vous rappelle, ce qu'on a dit au début de l'année, pour que la réaction commence, il faut lui apporter une petite quantité d'énergie. Donc là, vous avez un diagramme d'énergie qui va représenter les réactifs. Donc, vous les voyez ici. Donc, on a ici un exemple d'une molécule de méthane et de deux molécules de dioxygène. On est obligé, pour que la combustion, la réaction se fasse entre eux, d'apporter de l'énergie, donc cette barrière d'énergie qu'on va apporter. Donc on parle d'énergie d'activation. Cette énergie va avoir pour but en fait de séparer, de casser les liaisons entre les différents atomes des molécules, qui vont pouvoir ensuite se réarranger pour produire donc le dioxyde de carbone et l'eau, ici, qui sont donc les produits. L'énergie obtenue pour passer de l'état des réactifs au produit va donc correspondre à cette énergie-là, ici. Donc l'énergie libérée. On retrouve ici l'énergie des produits. Donc cette énergie en général, l'appellation officielle, c'est la variation d'enthalpie, donc qui se passe lors de chaque réaction chimique. Donc les espèces chimiques sont prises dans leur état standard. On parle dans notre cas d'enthalpie standard de combustion. Donc l'enthalpie est notée delta H. Le 0 correspond au fait que ça soit standard, c'est-à-dire à 0 degré Celsius et à la pression atmosphérique. Donc voilà ce que représente le 0. Le C va représenter la combustion. Donc c'est juste une écriture. Donc cette enthalpie standard de combustion va s'exprimer en joules par mol. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit juste de l'énergie libérée de leur combustion complète d'une mole de carburant. Donc pour une mole de carburant, on obtient une certaine quantité d'énergie. Cette énergie va être de signe négative pour signifier que l'énergie est cédée au milieu extérieur. Donc on me rappelle que la combustion est une réaction exothermique, elle dégage de l'énergie. Et évidemment, cette enthalpie de combustion s'exprime en joules par mol. Donc on vient de voir l'enthalpie de combustion qui est l'unité, l'appellation d'énergie, de gain d'énergie officielle utilisée en physique-chimie. Maintenant, les différents acteurs de gestion des carburants et d'énergie vont travailler plutôt avec le pouvoir calorifique.
Donc c'est l'énergie qui va pouvoir fournir la combustion complète d'1 kg de combustible. Donc c'est plus par rapport au mol, mais c'est par rapport au kilogramme. Donc il s'exprime évidemment en joules par kilogramme. L'eau produite lors d'une combustion peut être à l'état de vapeur ou de liquide. On va distinguer le pouvoir calorifique inférieur, PCI, lorsque l'eau se les trouve à l'état gazeux, qui est principalement, comme évidemment, combustion qui dit chaleur dégagée, donc l'eau produite va être à l'état gazeux. Mais on peut retrouver le pouvoir calorifique supérieur, le TPCS, lorsque l'eau se trouve à l'état liquide. L'eau obtenue est à l'état liquide. Donc c'est principalement quelque chose qui fonctionne pour les chaudières à condensation. Donc très rapidement, le principe d'une chaudière à condensation, une combustion donc, qui va produire, donc qui va permettre de chauffer un circuit d'eau, ici, et produire du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Le dioxyde de carbone est bien sûr éliminé hors de la chaudière, il est dégagé par la cheminée. Dans les chaudières habituelles, la vapeur d'eau s'en va par le même chemin. Dans le cas des chaudières à condensation, la vapeur d'eau va être au contact de l'eau plus froide qui arrive du circuit d'eau du chauffage. Donc cette eau froide va permettre de condenser les vapeurs d'eau. Or, quand la vapeur d'eau se condense, elle redonne de l'énergie. Donc quelque chose qu'on a vu en début d'année. Elle redonne de l'énergie. Cette énergie, elle va la donner au tuyau d'eau. Ici, donc l'eau va être à ce niveau-là réchauffée légèrement, donc préchauffée avant d'être chauffée par la combustion. L'eau liquide ruisselle et est ensuite évacuée. Donc voilà le principe de la chaudière à condensation et le fait qu'il y ait deux pouvoirs calorifiques, le pouvoir calorifique inférieur et le pouvoir calorifique supérieur. Donc petite appréciation, donc effectivement, comme EDF utilise plutôt que des joules le kilowattheure, on va pouvoir retrouver des fois le PC exprimé en kilowattheure. Pour le gaz de ville par mètre cube, puisque le gaz occupe un certain volume, pour le fuel en kilowattheure par litre. Donc ne soyez pas surpris si jamais vous tombez sur ce genre d'écriture, ça revient au même. Donc on rappelle qu'un wattheure égale 3600 joules, puisque vous rappelez que le joule c'est des watts multipliés par des secondes. Donc watts seconde, un wattheure ce sera donc 3600 joules. Voilà, n'oubliez pas donc de compléter votre cours, les différents schémas, et de lire la partie sur les dangers moyens de protection liés aux combustions, qui sont assez simples. Je vous remercie de votre attention.